Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Et là, est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, ça marche. Bonjour à tous et à toutes également. Alors, merci d'être là cet après-midi. Donc, alors moi, je m'appelle Nicolas Muller, je suis stagiaire senior chez Triptych, Pulling by Net et actuellement chez Accenture. Et avec Melinda, on va vous parler cet après-midi de TestOps. Mais avant tout, Melinda, rappelle-moi ta vie, ton œuvre, s'il te plaît. Alors, moi, c'est Méalinda Garnier, comme c'est écrit sur la petite image, là, exactement. Alors, je suis responsable QA à la Digital Factory de Total Energy. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte, mais vous avez dû la voir passer sur certaines autoroutes, et peut-être même en ville. Et on va dire, ça fait un peu plus d'1 an que j'évolue dans cet écosystème. J'ai quitté il y a 1 an et demi une expérience rose. Pour mesdames, vous savez à peu près de quoi je parle. Messieurs, peut-être vous ne connaissez pas. Une grande marque de retail français, de e-commerce français, pour passer à une expérience un petit peu plus colorée, si ça vous parle. Total Energy. Et du coup, ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Nicolas, Nicolas, en fait, j'ai eu besoin de son aide il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. Donc vous imaginez ce qu'on va vous présenter, c'est un Rex de ce qu'on a fait en 6 mois à peu près. Et tout simplement, on va vous parler de l'approche BDD, d'un framework BDD dans le TestOps. Et surtout, si on est là aujourd'hui, c'est parce que Nicolas, il m'a dit... c'est quand même super intéressant ce qu'on est en train de faire là. Ce serait chouette si on pouvait le partager, si tu pouvais le partager à un événement qui est top, génialissime, qui s'appelle DevOps D-Day. Et je lui ai dit, mais Nicolas, pourquoi tu dis tu? On le présente. Et c'est comme ça en fait qu'on est ici aujourd'hui. Nicolas m'a demandé et j'ai accepté avec beaucoup d'honneur de vous présenter un petit retour d'expérience sur le BDD, le TestOps, au sein de la Digital Factory de Total Energy. Merci, parce que c'est réciproque. Alors, la Digital Factory, avec qui je travaille avec Melinda depuis effectivement quelques mois. Alors, exactement, c'est quoi au sein du groupe Total, si tu veux? Est-ce que c'est important? Est-ce que certains savent ce que c'est une Digital Factory? Vous en avez déjà entendu parler, il y a plusieurs petits modèles qui sont de plus en plus présents dans la tech. Tout simplement, en fait, c'est une factory. Donc, on produit à la chaîne des produits digitaux et sur des cycles extrêmement courts de 3 mois, voire 6 mois. Donc, on estime qu'en 3 mois, on est capable de développer, d'aller sourcer un besoin, de dire, OK, on est capable de le faire, de développer et de le retransférer en fait aux équipes de l'IT Group pour qu'ils s'intègrent dans l'écosystème Total Energy, qui a déjà plusieurs années, vous imaginez, et qui doit être un petit peu huge. Donc l'ambition en fait de la Digital Factory, c'est vraiment d'accélérer la digitalisation de nos métiers, tout simplement. Et quand je suis arrivée en fait à la TDF, on va dire TDF pour Total Energy Digital Factory. TDF, c'est plus court. Du coup, naïvement, je demande « Hey, j'imagine que vous faites de la QA et vous faites du test. » Souvent, j'avais comme réponse « Oui, oui, bien sûr, je fais du test. » Mais je me suis vite rendu compte que dans la réalité, c'était pas exactement ça. Et qu'il y avait un petit travail à faire. Voilà. Tout simplement. Et aujourd'hui, on a 4 principaux métiers à Total Energy. Tous des métiers de l'énergie, à partir du moment où on produit jusqu'à ce qu'on mette à disposition cette énergie pour nos clients finaux. Donc l'exploration pétrolière, on va chercher le pétrole. On transforme le pétrole en carburant, la raffinerie chimie. On fournit et on distribue les énergies, marketing et services.
Et on a toute une filière qui est dédiée vraiment à tout ce qui va être gaz et énergie renouvelable, GRP. Et aujourd'hui, la TDF, c'est 27 squads qui évoluent à des rythmes différents, qui démarrent des produits tous les 3 ou 6 mois complètement from zero et qu'on doit déployer sur au moins 9 pays. Juste pour vous resituer un petit peu le contexte. Alors, vous imaginez, j'arrive à la TDF, il n'y a aucun QA, il y a 300 personnes, 27 équipes produits, et on me dit, ouais, c'est compliqué, il faut qu'on donne de la visibilité à nos métiers sur le niveau de qualité qu'on livre. Alors, je me suis dit, OK, je ne peux pas automatiser, tester 27 produits. Comment je fais? Et ma réponse a été tout simplement de me dire, OK, mais il va falloir qu'on automatise l'automatisation. Il faut que ça devienne absolument automatique, systématique, et qu'on n'ait pas besoin de moi ou de quelqu'un d'autre pour commencer. Et c'est ça, en fait, le point de départ de toute la démarche qu'on a mis en place avec Nicolas. Alors effectivement, comme dit Melinda, quand j'ai commencé avec eux, effectivement, on avait des tests unitaires, quelques tests d'intégration, mais pas de tests de plus haut niveau, tests d'acceptance, tests quels qu'ils soient de plus haut niveau. Alors, la première des questions qu'on s'est posées, c'est comment scaler? Alors c'est loin d'être trivial. Par contre, on s'est posé donc la question inverse, qu'est-ce qui pourrait poser problème pour ne pas scaler? Donc on prend le sujet à l'envers. Clairement, on a 3 grandes catégories. Donc la première, c'est en gros tout ce qui tourne autour de l'historique de données et la restitution directe. Si vous avez des rapports de tests qui ne sont pas évidents à être compris, exemple la stack trace comme en développement Java, vous n'avez pas le contexte, c'est la même chose. Si vous avez un rapport d'exécution, vous avez un test, vous ne savez pas pourquoi. L'historique de données, l'historique, ça va être super important, ça va prendre de la place, vous en avoir besoin pour à la fois la régression, tout ce qui est flaky, instable, il faut avoir un historique pour que vous puissiez vous comparer avec le passé. Et donc, lié à l'historique, si vous ne stockez dans l'historique que ce qui a réussi, mais pas plutôt ce qui a échoué, mais pas tout ce qui a réussi, en fait, ça va être dur de trouver des régressions. Donc tout ça, ça pose déjà des problèmes d'infrastructure, d'où le fait que si on parle de test ops, il y a le côté ops, et aussi le côté technologique. Si vous avez des outils, des choix de framework ou autres, même des outils trop techniques, en fait, vous allez avoir quelques problèmes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième va être lié, c'est le fait de ne pas impliquer tous les stakeholders. Les stakeholders, les PO, c'est super important déjà pour l'engagement. Si vous ne donnez pas envie aux gens, aux métiers de s'engager avec eux, en fait, les métiers sont déconnectés du dev. En fait, ils ont exprimé à un moment donné des specs d'une façon ou d'une autre. En fait, elles vont être retranscrites par des développeurs qui auront compris via l'intermédiaire de chefs de projet ou autres. Donc à la fin, vous savez que vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez. Donc, pour faire du test, il faut impliquer les métiers. Vous n'arriverez pas à scaler, clairement, si vous avez trop d'actions humaines. S'il y a quelqu'un qui doit récupérer les rapports d'exécution, les consolider, les reporter à la DSI, à quelqu'un, clairement, vous n'y arriverez pas. Il faut que ça soit automatique. Et donc, tout ça, ça va de pair avec le besoin d'avoir un report centralisé. Donc, toutes ces étapes, si vous ne les avez pas, c'est ce qu'on a commencé à se voir avec Melinda. Si on ne répond pas à toutes ces challenges, on n'arrivera pas à avoir quelque chose à l'échelle de 27 squads. L'observabilité, le monitoring, on ne les exclut absolument pas. Au contraire, c'est juste que c'est dans la roadmap. Ça va avec le tout premier item. C'est des sujets qui sont complètement connexes au test ops. Exactement. Et ce que Nicolas vous explique tout simplement, c'est des questions qu'on s'est posées, des problèmes que j'ai rencontrés à la TDF. C'est quand vous avez autant d'équipes produits qui ont envie de développer des applicatifs sur des technologies différentes, à un moment donné, comment vous faites pour dire c'est de qualité de manière objective en tout temps, en tout lieu? Et c'est exactement ce qui vous a montré les premiers points. C'est comment on objective ça. La deuxième chose, on ne peut pas être partout tout le temps. Donc plus on a de personnes qui sont engagées dans cette envie de délivrer de la qualité,
et qui comprennent ce que c'est délivrer de la qualité et ce que ça implique, depuis l'idée jusqu'à pendant le développement produit jusqu'à la livraison, à la mise en production, plus vous avez de chances de garantir un niveau suffisant tout au long de la chaîne. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans le développement que le métier ou le PO ne doit pas avoir de visibilité sur où on en est. Au contraire, on a besoin de lui en tout temps. On a besoin du métier, de feedback en tout temps. Tu peux préciser les 3 petits bonhommes, ce que ça représente? Ouais, les 3 petits bonhommes. J'aime bien ces 3 petits bonhommes sur mes rangs. C'est quel rituel? Cette approche, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle les tres amigos. Les tres amigos, donc c'est mon product owner, mon développeur et mon QA, Quality Assurance Engineer, qui s'assoient autour d'une table et tout simplement qui prennent le temps de discuter, d'illustrer par des exemples et de définir une seule et unique compréhension commune du besoin final, du besoin utilisateur. On arrête de faire le PO écrit ses user stories, le dev écrit les critères d'acceptance, le PO n'est pas d'accord, du coup le dev doit retravailler. Ok, ça c'est fini. On prend le temps de s'asseoir, de discuter et de s'engager tous ensemble sur la même compréhension commune. Alors je me rends compte, pour avoir assisté à certains exemple mapping, cérémonies chez eux, qu'en fait, dans l'exploration pétrolière, c'est extrêmement riche comme métier. Il y a énormément de règles métiers et effectivement, c'est là que ça prend sens dans l'exemple là de ce qu'on veut. On va avoir une phase business facing où les gens vont travailler ensemble sur l'élaboration des features, des scénarios et des steps. C'est là où on va avoir des responsabilités. Certaines parties ont des ownerships multiples. Il y en a qui sont plutôt dédiés qu'au développement, par exemple l'implémentation des tests. Les features, c'est plutôt réservé au PO, mais tout le monde va essayer de travailler ensemble. C'est le principe. Parce qu'en fait, c'est par rapport à la slide précédente où c'était un petit peu troll de marquer no more test, c'est qu'on veut plus de tests, mais on veut des spécifications qui sont exécutables. Voilà. Je ne parle plus de tests. Pour moi, le métier de testeur est hyper réducteur. Aujourd'hui, je parle de QA Engineer. C'est quelqu'un qui est apte à identifier les ressources nécessaires pour gérer la qualité sur du long terme. Donc, les tests, c'est une activité en plus. Les spécifications exécutables, c'est tout simplement une façon un petit peu différente de faire quelque chose qu'on fait déjà. Donc, normalement, il n'y a pas de charge en plus. Exemple de quelques scénarios qu'on va voir comment on traduit ça d'un point de vue exécution. On va le voir même dans l'environnement et dans toute la pratique qu'on a mis DevOps, TestOps. Alors, clé numéro 2. Des spécifications qui ne sont pas compréhensibles, c'est un petit peu compliqué. Donc, qu'on fait du BDD, Behavior Driven Development, une des règles, c'est de faire en sorte que ça soit human readable. Ces spécifications exécutables sont human readable. Donc, quand on est dans un métier où le turnover est super fort, ça aide de faire en sorte que tout le monde soit capable de comprendre, peu importe s'il a la connaissance ou pas. Et ça, c'est un accélérateur de fou, mais vous n'imaginez même pas. Parce que le PO qui a écrit ces spécifications... Ah bah voilà, j'ai spoilé la suite. Bah, du coup, mais non, c'est très bien, c'était bien. Vas-y. On improvise. Donc là, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un petit plugin Jira tout simple. Donc, l'idée, c'est de rester sur les outils qu'on utilise déjà. Ne pas rajouter de charge, ne pas rajouter d'outils. Un petit plugin tout simple, Qtest de Tricentis, qui permet en fait d'écrire les acceptance criteria ou les scénarios utilisateurs directement dans vos user stories, dans vos tickets Jira. Et si vous arrivez à voir, sinon je vous le dis, c'est real-time synchro avec les repos de test auto. Ce qui fait que vous les écrivez, vous les sauvegardez, ils s'exécutent. Ils s'exécutent. Voilà, merci. Et vous avez en temps réel l'état d'avancement des scénarios que l'équipe en fait a identifiés et a décrits. Et ça, en fait, ça prend 5 minutes. En temps réel, c'est 5 minutes. Bah, fais-nous une petite démo alors. Si j'ose bien. Bon, bah, du coup, je vous fais une démo. Alors, on va vous montrer donc
parti. Le but, c'est de vous montrer finalement le voyage The Journey finalement d'un PO, de comment travaille l'équipe maintenant dans les squads, partir donc de l'outil, lancer des GitHub Actions et avoir une restitution. On va vous montrer comment on a structuré ça d'un point de vue code, d'un point de vue logique, d'un point de vue archivage, pour répondre finalement à tous les challenges. Exactement. Donc là, imaginez, vous êtes dans votre backlog Jira. Tout le monde connaît Jira? Ouais, c'est un truc qui est assez connu dans le monde de la tech maintenant. Donc j'écris ma première user story. Touloulouloulou. Validons cette user story. Elle s'est créée. Je vous passe les détails, hein, parce que bon, sinon on va y passer un petit bout de temps. Donc imaginons, on a une description, on se dit, ok, à quel moment, à partir de quel moment, je dis que je considère que ma user story est valide. Ce qu'on appelle en fait tout simplement, c'est ça, le definition of ready. Alors moi je dis tout simplement, je vais écrire mes critères d'acceptance dans ce petit plugin qui s'affiche et qui, comme vous le voyez, est-ce que je peux zoomer? Ah, je suis trop forte. Sur GitHub, j'ai mon repo des tests auto qui est déjà connecté. Et là, je vais écrire ma première feature. J'écris à une main, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. J'ai des compétences de fou. Et vous venez en fait d'écrire, en ce qu'on appelle langage Gherkin, vos scénarios. Super assistant. Merci beaucoup. Alors, on écrit ça en premier scénario. Given, je vais dire, OK, l'état actuel dans lequel je suis. Given I am on stage with Nicolas. L'état actuel. Les actions dont j'ai besoin pour réaliser mon objectif métier. When I am doing a demo of Qtest, for instance. Et la dernière partie, c'est tout ce qui va être de manière tech, les assertions, de manière fonctionnelle, mes critères d'acceptance. Then, then I will have new test auto. Let's say that to be honest. OK. Il me sauve des petits trucs que j'oublie souvent, ouais, donc c'est cool. Je rajoute juste des petits tags en fait. Pourquoi? Parce que je ne veux pas exécuter forcément tous les tests. Je veux juste exécuter ceux qui sont de type UI et qui ont le tag D-Day. Je scroll out, sorry. Et après, vous avez juste à dire OK. Un petit commentaire, bien sûr, parce que c'est un commit qu'on fait sur un repo, donc on explique. Creation of a new scenario. Et je sauvegarde. Your feature file has been saved. Wonderful. Let's take a look in GitHub. Ce qui s'est passé, en fait, alors je vais essayer de rafraîchir, je ne sais pas si c'est passé. Espérons que c'est passé. On a Internet? Oui. Ouais, on a Internet. Trop cool. C'est qu'en fait, ça a automatiquement lancé le pipeline avec exactement le même message que j'ai mis en sauvegardant. Et ce pipeline va tout simplement venir exécuter l'ensemble des tests qui ont ce tag. Nous, on s'est basé sur D-Day aujourd'hui. On ne va pas attendre la fin d'exécution, je vous rassure. Je vais directement vous montrer. C'est que derrière, en fait, ça va tout simplement vous mettre à disposition de toutes les personnes qui ont besoin de l'information, l'état actuel en fait des tests qui ont été rédigés. Ok? Et vous voyez ce qui est chouette avec ça, ce petit outil qui s'appelle Allure, qui est Allure Report, c'est que vous avez le pourcentage de tests qui sont passés, 18% sur 33 cas. Vous avez un historique. Est-ce que c'était mieux hier? Est-ce que c'était moins bien hier? Et vous avez en fait toute la notion de où j'ai exécuté mes tests, quels sont les tests suites qui sont passés et les différentes catégories.
Ce qu'on a fait en plus dans ça, c'est qu'on a permis en fait d'identifier les tests qui ne sont pas encore automatisés en créant une nouvelle catégorie, not automated, qui n'est pas du fail. Ce qui fait qu'en fait, ils ont le reste à engager sur l'automatisation et en même temps, ils ont le vrai statut de ce qui a été automatisé. Je te laisse, Sam. Merci. Alors, je reviens en même temps sur les slides. Donc, alors, je vais revenir après dans l'explication de ce qu'on a fait parce que autant on a Qtest pour écrire les scénarios, les features, autant le fait d'avoir cliqué, d'avoir commité via Qtest le pipeline qui est lancé, c'est une GitHub Action qui est custom. C'est nous qui la fournissons. Pareil, pour le report, il n'est pas arrivé par magie, surtout par rapport à ce que disait Malinda, les suites, les parents suites. Il y a tout un tas de subtilités. Alors, c'est un projet open source, je vous conseille fortement d'aller voir. Donc, c'est tout customisé. Et ça va être finalement ce qu'on va appeler le framework. Nous, on va fournir des choses qui sont pré-packagées. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on ne voulait pas ça, ce qui est exactement à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose qui fonctionne. En soi, c'est pas mal. Mais c'est juste par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est trop technique. On ne voulait plus des frameworks techniques. Techniquement, ça se prête très bien, ce genre de cas, à faire des tests d'intégration. Vous voulez tester vos connexions à la base de données, vos reprises de microservices suite à des coupures. Vous êtes technique, vous êtes développeur, vous testez votre infra, pas de souci, quelle qu'elle soit. Et tout simplement, quand le PO vous demande à l'équipe qu'est-ce qu'on a fait comme test, le PO, il peut pas et qu'il voit ça, tout de suite, ok, ça crée un frein potentiel. Et il va pas essayer de vraiment comprendre ce qui a été testé parce que c'est de la tech, c'est pas forcément mon métier, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas le temps avec ça. Donc on lui retire cette complexité en restant sur vraiment du human readable. On pourrait faire un peu mieux. Alors, je sais pas si certains ont déjà utilisé ce framework. Il y a une excellente conf en 2018 faite par des gens de Lectra à Bordeaux. C'est le framework Karaté. C'est du Java. Amuse, ça peut utiliser partout, on va voir pourquoi. C'est un DSL, alors c'est pas du vrai Gherkin, c'est une DSL qui a la même tête, qui permet de faire des tests d'API. Alors je vous cache pas qu'entre quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça, je préfère carrément un deuxième. C'est-à-dire que c'est clairement plus lisible. Quiconque, comme développeur, arrive, comprend ses spécifications, peut comprendre comment une API fonctionne, c'est super cool. Karaté, c'est une tuerie. Karaté, ils ont étendu depuis aux tests d'acceptance, aux tests UI. On peut faire énormément de choses. Ils ont une intégration native de Selenium et de Playwright dont on va reparler. Et le mieux, ça a été donc de décider d'utiliser, c'est pour ça que le projet avec Melinda m'a néanmoins plu, c'est de partir sur cette approche BDD et vraiment d'avoir une vraie méthode, j'aurais tendance à dire résiliente, qui va structurer les squads de Total. Et c'est pas l'idée de dire simplement je viens, j'écris 4 tests, je me barre et en fait turnover, blablabla, on perd tout. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir une véritable démarche basée sur le BDD et les critères d'acceptance en tant qu'exemple. Tout simplement, c'est un accélérateur de fou, c'est un gain de temps de fou. On évite de refaire des choses qui sont faites tout simplement sous différents points de vue de par les différentes expertises. Et on s'assure de la pérennité. Ça devient tout simplement une documentation vivante qui reste près du code, mais qui est aussi accessible pour les PO et pour le métier. Il y a énormément d'outils annexes qui permettent aussi de rendre après l'affichage, et ainsi de suite. Alors, comment techniquement on a mis ça en place chez Total? On a utilisé le principe de template dans GitHub Enterprise, où on a 4 types de templates. On va utiliser Playwright, qui est le concurrent de Selenium, c'est un projet open source porté par Microsoft. Et on va le décliner soit en TypeScript, soit en Python. Et pareil pour Selenium, soit en JavaScript, soit en Python. Chose très importante, c'est que vos tests d'acceptance ne doivent pas être liés à votre solution technique. Vous pouvez écrire du Node, du Java, du Front, du React. On s'en tape de savoir en quoi sont écrits les tests d'acceptance. Au contraire, c'est même bien qu'ils soient séparés. On discutait hier avec les gens de Neotis qui ont une belle expérience aussi sur Playwright, qu'ils intègrent dans leurs outils, Neolode. En fait, c'est bien de séparer les deux. Ce n'est pas parce que vous avez un front React, un back Java, que vous devez écrire des tests en TypeScript ou en Java. Vous pouvez l'écrire en Python.
Et en fait, nous, on se rend compte actuellement que dans le cas, par exemple, de Playwright, c'est la version TypeScript et également la version Python qui est la plus stable. Alors même, et dans notre cas, on a fait beaucoup le choix d'investir sur Python parce qu'on a à la fois de la stabilité sur Playwright Selenium avec Behave, qu'on va voir, et également sur Allure Report, qui est aujourd'hui, si je vous conseille d'utiliser Allure Report, c'est avec l'option Behave, parce que c'est là où on a le plus de finesse. Alors, Allure Report, initialement, c'est du Java. Donc, si vous l'utilisez en pure Java, annotation Java, voilà, vous avez la tuerie, c'est le meilleur du concept. Mais on oublie carrément, par contre, si on fait du Java code annoté, ce qu'on veut. Donc, vous voulez, au contraire, utiliser un formalisme BDD Gherkin. Donc, on a fait le choix de ceci. Donc, les développeurs peuvent cloner un projet. Ils vont passer par un portail de la TDF qui va créer automatiquement dans GitHub des projets, différents projets, avec les bons tags, les langages, tout un tas de versions. Et ça va nous servir comme ça à bootstrapper rapidement des projets. Les devs, on veut enlever de cette charge cognitive aux devs de devoir comprendre comment on a mis en place tout ceci. Parce que vous allez voir, je vais montrer les GitHub Actions. En fait, ce n'est pas super compliqué, mais on a quand même passé du temps à gérer l'historique. L'historique de Allure, par exemple, il n'est pas out of the box. Il faut se taper toute la doc, se mettre dans GitHub et tout. Si chaque projet fait ça, on n'aura jamais de scalabilité. Comment on fait pour avoir toujours dans tous les projets, dans les GitHub pages, les Allure Reports? Ce que Melinda vous a montré. C'est automatique. Comment on va centraliser, c'est la fin, les résultats. En fait, c'est ce qu'on va fournir. C'est une chaîne DevOps, TestOps, excusez-moi, une chaîne TestOps pour donner aux équipes, en gros les squads, avec un cérémonial très amigos, tous les outils pour qu'ils puissent travailler et scaler. On enlève cette charge. Par contre, je reviens toujours à un truc très important. Pour pouvoir tester, il faut savoir aussi écrire du code testable. Si les gens font n'importe quoi, il n'y a pas de data ID, si tout est mal fait, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de prendre des outils, de les tordre pour compenser. Moi, je pense que c'est pas qu'un moment... Des fois, c'est utile. Si c'est du legacy, on n'a pas le choix. Mais quand on est sur des approches de développement, il faut se mettre dans des conditions d'écrire du code testable et donc de démarrer dès le début du projet. Voilà. Exactement. Donc, en gros, comme l'a dit Nicolas, l'idée, c'était vraiment de retirer la complexité. Donc, ils n'ont pas besoin de créer un framework from scratch. Les frameworks qui sont à disposition ne sont pas systématiquement, ils sont rarement behavior-driven development, orientés métier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a templatisé tout ça, packagé tout ça. Ils ont juste à faire une demande et c'est mis à disposition directement. Alors, excusez-moi. Vas-y. Si vous ne le voyez peut-être pas, je ne peux pas zoomer sur cette partie. On a volontairement créé tous les templates sous une architecture très simple qu'on a reconfigurée, où on a le répertoire feature qui est bien séparé de conf, de tests ressources, des steps. Les steps, c'est là où, par contre, on va, par exemple, implémenter la logique technique de comment on récupère des informations, on les exécute et ainsi de suite. Tout ça, ça va être vraiment structurant. La GitHub Action, ici, c'est celle-ci qui est fournie out of the box, donc quand il clone, qui va intégrer dans le même environnement Allure, donc dans la version associée Playwright avec la bonne outil, jouer les tests Behave, donc si le projet veut le customiser, il peut le customiser, et récupérer l'historique, le publier sur une GitHub page, tout ça de manière sécurisée. Et quand on a besoin de créer des GitHub secrets et tout, en fait, c'est le portail de la TDF qui le fait, puisqu'ils injectent automatiquement les secrets. Ça fait un peu écho à la conf de ce matin avec MH. C'est, en fait, finalement, il faut toujours automatiser les endroits où vous allez déposer le code source. Comme ça, vous avez en fait, tout ce qu'il faut pour que les équipes puissent travailler. En fait, le rôle des Ops aujourd'hui, c'est de plus en plus de faire ça. Voilà. Et dans un cadre de test, et pas que dans un cadre sécu. Tout ça, on l'a packagé par rapport aux images précédentes que je montrais. Au niveau Docker également, on a voulu permettre aussi bien, avec des lignes de commande, alors comme ceci, je vais zoomer, pouvoir donner à tous les postes de développeurs, de QA, qui veut,
On a des images qui contiennent l'ensemble des frameworks. Le répertoire conf cité précédemment, il est important parce qu'on l'embarque dans l'image Docker. C'est lui qui va contenir la logique métier spécifique à Total. Lui, par exemple, pour les MFA, tout ce qui est gestion du MFA, tout ce qui est, par exemple, récupération des secrets aussi de manière spécifique. En fait, tout ce qui peut être transverse à l'entreprise qui mérite d'être dans tous les projets. En fait, tout ce qui ne doit pas être écrit, autant essayer de ne pas le faire. Donc, en fait, l'idée, alors ça paraît très... c'est pas simple du tout, en fait, de faire quelque chose comme ça qui répond finalement à différents cadres. Et avec tout ça, si je reviens sur les slides, c'est ce que je disais tout à l'heure d'être agnostique. Et une chose aussi que le framework gère, c'est... vous voyez quelques coquilles, on n'est pas parfait, ne nous jugez pas. C'est pas grave. Oui, il doit remplacer, effectivement. Alors, Allure Report, le who, en fait, on va who, since, where. En fait, le where, c'est où est-ce qu'on va déplacer et stocker l'historique. Le depuis, c'est donc surtout l'historique. Il faut pouvoir, à chaque fois, quand on joue les jeux d'exécution précédents, pour avoir effectivement cette courbe, par exemple, rouge des échecs précédents, savoir où on les stocke. Donc, en fait, il y a tout un aller-retour. Il faut stocker ça dans un S3 quelconque. Donc, dans l'occurrence, c'est ce que font les tâches derrière de GitHub Action. Imaginez si on doit demander ça aux développeurs. Les mecs, déjà, ils sont en carafe au début du projet pour écrire des tests. Si en plus on demande des tests, là, on leur donne le bâton pour se faire taper dessus. Parce qu'ils vont dire, non mais attendez, moi j'ai pas eu le temps d'écrire des tests, vous nous demandez de faire plein de trucs. Donc tout ça, ils se posent plus la question, ils se focalisent sur l'écriture des tests. Exactement. Allure est très, j'allais dire est très stylé, mais je vais le dire quand même. Est très stylé, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il reflète la stratégie de test automatisé. Qu'est-ce que je teste? Où je le teste? Quand je le teste? Avec quoi? Tout ça, vous pouvez en fait le récupérer en industrialisant, et c'est la complexité que nous, on a voulu occulter pour les devs, dans le framework. Vous avez vos tests plans de la manière dont vous avez décidé de les organiser, vos exécutions où vous avez décidé de les exécuter, et après, on peut encore enrichir tout ça. Mais l'idée, c'était de vraiment de garder le métier de QA sur de l'automatisation, ce qui est assez rare dans les outils qui sont présents sur le marché. Mais Allure permet de le faire. Alors, et ça, c'est tout ce que je demande aux QA engineers, c'est d'avoir cette connaissance suffisante pour pouvoir, optimiser les outils. Tester, tout le monde sait le faire. Optimiser pour faciliter, pour enlever la complexité, pour faire que ça aille vite, c'est ça la valeur ajoutée des QA aujourd'hui. Pour aller très vite sur Allure, c'est là où je vous conseille vraiment d'utiliser cette version Python Behave. Vous pouvez annoter vos fichiers Gherkin et résultat, ça va se retrouver, tous ces tags que lui va interpréter. Dans la restitution, c'est là où on trouve des catégories. Donc demain, on va en imaginer d'autres, performance, accessibilité, super important, et on va pouvoir gérer ça en historique. Dans le UI, par exemple ici, si je prends un test qui a volontairement cassé, on a configuré le framework pour dire qu'à chaque exécution qui échoue, ici, je peux avoir un screenshot. Ça veut dire qu'on joue avec Selenium ou Playwright en mode headless sur une GitHub Action, l'ensemble des scénarios. Pour ceux qui connaissent test conteneur, on l'a déjà intégré. Pour tout ce qui est test data, on pop des conteneurs à la volée, et donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le répertoire conf. On a des when qui correspondent, ou des given, excusez-moi, avec le chargement de bases de données, par exemple, MS SQL Server sous format conteneur, MySQL et tout. Donc les gens, ils ont déjà les environnements. Et on peut, comme ça, c'est ce que Melinda et l'équipe ont fait, on configure le framework, parce que c'est vraiment du code qu'on a rajouté qui est spécifique pour dire, quand tu as eu un test qui a échoué, en l'occurrence, tu stockes une image et tu vas le mettre dans le rapport. Et on ne l'a pas dans cette version, mais on a aussi les vidéos. Alors vous imaginez le gain de temps quand il y a un bug découvert qu'on peut remonter directement parce qu'on a la vidéo du scénario. C'est juste une tuerie. Et c'est tout ça ce qu'on appelle le framework, à l'échelle. Alors. You want me to continue on this one? OK. Comme il l'a dit tout à l'heure, en fait, on avait décidé de publier à la base le report Allure pour l'ensemble des squads, tout simplement sur la GitHub Pages.
Manque de peau. Il y a des limites. Il n'y a que les développeurs qui ont accès à GitHub. Donc, comment je fais pour en fait rendre visible ça à l'ensemble de l'organisation? Et c'est là où on a travaillé sur la partie cloud. Et c'est là où Nicolas est venu à ma rescousse aussi. Oui, on a développé une petite static web app dans le monde Azure qui récupère aussi et affiche, il régénère, donc on interprète les résultats d'Allo Report pour exécuter tous les projets. Donc ça permet d'avoir tout de suite pour la QA l'ensemble des projets, de savoir qui exécute, qui n'exécute pas. Histoire de savoir s'il y a des projets qui veulent être sous les radars, en fait c'est difficile, vu qu'ils passent forcément par la création via le portail pour avoir les secrets, sinon ils les auront jamais. En fait, nous, on les intercepte et on sait s'ils feront ou pas des tests. Voilà, c'est toute la démarche qualité qui essaie d'être mise en place. Alors, on s'est rendu compte de petites histoires où les static web apps sont limitées à 500 mégas. Donc, quand on commence à vouloir stocker des vidéos, on éclate vite ce truc. Il y a des petites subtilités, mais ça, c'est du pur sujet Azure. Où donc là, on va passer sur l'App Services. Mais c'est intéressant de voir aussi en développant soi-même ces outils, des fois qu'on tombe sur des limitations. Voilà. In conclusion, alors pour du coup ramp up la qualité, surtout pour faire de la qualité à l'échelle, parce qu'après on rentre dans le Total Energy, le SI de Total Energy qui est assez huge, sur plein de pays d'ailleurs. Pour moi, les facteurs clés, c'était ça. C'est déjà qu'on soit orienté métier, compréhensible par tous, qui est un minimum d'effort, donc un maximum d'indus. On enlève toute la complexité de ce que voient les équipes, et ça, c'est géré par les équipes QA, avec la test container, dockerization et d'autres choses. Et la troisième chose, donner de la visibilité, un max de visibilité avec justement le portail qui centralise tous les reports sur la static web app, parce que moi, je ne peux pas forcément tout regarder. Par contre, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour challenger les équipes sur le niveau de qualité, et je leur donne la possibilité de le faire. Donc ça, c'était les 3 points principaux sur lesquels on voulait travailler. Et là, les points sur lesquels on va commencer à mettre un peu plus d'efforts. Il y a des sujets comme Captain, le projet open source de Dynatrace qui est un quality gate. Le sujet d'accessibilité, c'est super important. C'est vraiment pour tout le monde, même pour des questions légales pour certains. Aux États-Unis, par exemple, il y a des contraintes légales pour les sites. Et ça arrive bientôt en Europe. Exactement. Et TestCube, qui est un projet de la CNCF, qui est juste un game changer, à mon avis, dans le monde. C'est pour exécuter des workloads dans des environnements Kubernetes Cloud Native de tout ce qui existe aujourd'hui d'outils de test. Ça va de Cypress en passant par Selenium, demain Playwright. Rien ne vous empêche aujourd'hui, puisque en fait, ils ont un exécuteur conteneur à l'échelle dans des conteneurs avec tout un super dashboard de restitution aussi qui complète Allo Report. C'est-à-dire qu'il suffit juste on va essayer de brancher l'un et l'autre. Donc quand on va voir ça, on va être plutôt serein, surtout que finalement, tout à l'heure, je vous ai parlé de Docker Images. Si on commence à intégrer, vu qu'on a déjà des Docker Images qui intègrent les répertoires conf et tout, l'étape pour nous supplémentaire, c'est d'intégrer toujours les codes sources ou d'utiliser Test Container pour popper les vraies images des projets. Et vous imaginez qu'on peut tester à l'échelle, comme ça, sur du Kubernetes, tous les projets. Et on n'a aucun problème d'headless, puisque tout est prévu pour générer des vidéos, des rapports, et ainsi de suite. Donc, voilà. Belle petite roadmap. Voilà. Alors, si vous avez des questions... Voilà, c'est tout pour nous. Je drop the mic. Pas du tout. Tout à l'heure, vous avez dit, pour être bien testé, il faut que le code soit testable. Est-ce que vous pouvez donner une définition d'un code testable, sachant que pour moi, dans mon modèle, des outils comme Playwright, qu'on utilise beaucoup, testent des attendus en fonction de comportement et de résultats. Ils ne vont pas tester la qualité du code. Alors, justement, ça, je peux y répondre un petit peu. Sur un exemple précis qu'on a tous connu à un moment donné, rappelez-vous, on se place dans une approche qui est test-driven. Du coup, on écrit les tests avant potentiellement que le dev va commencer, et ça, je l'espère fortement. Et quand on est sur des produits qui sont from scratch, de zéro, ils vont beaucoup évoluer, ils vont beaucoup changer. Typiquement, le front, les sélecteurs, ça va beaucoup changer. Et tout ce qu'on met en place, c'est des façons d'automatiser qui permettent un minimum de maintenabilité. Par contre,
il y a des pratiques à mettre en place que tes codes, faut que ça soit testable et automatisable et qu'on n'ait pas à changer en fait tous les 36 matins. Et c'est un peu ça en fait. Le fait de tester, par exemple, exactement. Par exemple, d'autres, voilà. Mais le point important en fait, c'est surtout que vous sensibilisez les équipes à comment rendre le produit testable. C'est surtout ça. En fait, on teste aussi comme si on devait tester un humain. Si on peut tester par rapport à des labels, des choses En fait, il faut imaginer que le test, c'est un humain, plus que de se projeter effectivement d'un point de vue. Et effectivement, c'est tout de sensibiliser ça. Parce que dès que le prochain commit va faire exploser la CI, les développeurs vont peut-être se poser des questions. S'ils l'ont pas et qu'ils ne voient pas, qu'il n'y a pas de visibilité, que personne n'a de visibilité, en fait, tout passe à l'as. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Est-ce que le plugin Jira qui écrit les scénarios serait compatible avec le modèle PageObject? On n'utilise que du POM. Si vous n'utilisez pas du POM ou du Screenplay, bon courage. Non, c'est une charge qui est énorme. Effectivement, on n'est pas rentré dans ce détail-là parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Mais le POM est nécessaire dans l'automatisation à minima, voire du Screenplay pattern. C'est-à-dire tout ce qui est PageObject, tout ce qui est objet de mon interface est storé dans un fichier dédié. Chaque page a son fichier d'éléments et c'est ce fichier qui change, pas les tests, pas les scénarios utilisateurs, pas le code. C'est ce fichier qui change normalement si mon interface bouge, change de couleur, change de position, change de CSS, classe, de propriété. Voilà, tout simplement. Ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est qu'il faut investir en fait. Si vous voulez avoir de la résilience dans vos tests et pas que vos tests soient jetables, il faut investir dans la qualité effectivement du code et apprendre ses patterns et tout ce qui reste. Ouais, voilà, c'est lié finalement. C'est tout ça. C'est la meilleure manière de gagner du temps plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui. J'arrive. On n'a pas trop dépassé. C'est pour... Merci. Une question sur la charge pour par rapport aux développeurs, en fait. Et en fait, il y en a un petit peu deux. La première, c'est que c'était un monde où il y avait peu d'investissement dans du test, sauf test unitaire, test d'intégration. Donc, est-ce que la mise en place de ce framework, ça change l'investissement que font les équipes de développement dans la QA au cours de leur sprint, etc. Ou est-ce qu'en fait, ils le font juste mieux avec une meilleure couverture sans y passer plus de temps, en fait? Depuis qu'on a mis ça en place, surtout les reports centralisés, et qu'on montre ça, si une équipe dit « Oh merde, je suis pas dedans », là, ils ont envie de changer la donne. Et donc d'être inclus et de donner de la visibilité. Du coup, mes camarades le font, moi je le fais pas, il y a peut-être un problème, donc je vais le faire. Donc effectivement, en fait, le fait de redonner de la visibilité, ça aide dans ce processus avant toute chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'avais une deuxième partie, c'est que le groupe spécialiste QA qui supporte l'environnement aujourd'hui, c'est vous deux ou il y a plus de monde maintenant? Je suis passée, on va dire, en un an de 0 à 6 personnes. Voilà, donc un QA, il accompagne 2 voire 3 équipes. Il y a des équipes qui ont un sang assez mature et qui adorent faire de la QA et qui demandent un minimum d'accompagnement. Nous, on les accompagne sur de la montée en compétences, sur du changement de façon de faire, de mindset, et surtout s'ils ont des problématiques spécifiques, par exemple l'accessibilité, qui est un enjeu fort pour nous, la performance ou le data integration, qui demande des stratégies particulières. C'est là où ils vont vraiment, du coup, œuvrer. D'autres questions? Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Je crois que c'est bon. Super. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci.